Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours dans le cadre de l'arithmétique, où nous parlerons de manière particulière de la notion de divisibilité dans Z, l'ensemble des entiers relatifs. Alors, nous allons commencer par donner une définition. Donc, définition. Dans cette définition, en fait, nous définissons la notion de diviseur dans Z. Donc, au départ, on se donne A et B, deux entiers. On suppose que B est différent de 0. Alors, on va dire que B est un diviseur de A. B est un diviseur de A si on peut trouver, c'est-à-dire que s'il existe un entier relatif K tel que A puisse s'écrire comme B fois K, tout simplement. Donc, pour cette définition, nous définissons de manière claire, je crois que c'est un rappel, la notion de diviseur dans Z. Donc, quand au départ, vous avez A et B, deux entiers relatifs, de manière générale, avec B non nul, on va dire que B est un diviseur de A si je peux trouver un autre entier relatif K comme ça, qui est tel que A s'écrit comme B fois K, tout simplement. Ça, c'est la notion de diviseur. Et dans ce cas, on dit aussi que A est un multiple de B. D'accord? On dit que A est un multiple de B ou que B divise A. D'accord? Donc, voilà quelques vocabulaires autour. On va donc prendre deux exemples. Donc, en termes d'exemple, par exemple, on peut dire que 3 divise 6, par exemple. Et pour justifier cela, on va tout simplement partir du fait que 6 peut s'écrire comme 3 fois 2. Donc, à partir de cette égalité, on peut non seulement dire que 3 divise 6, mais aussi que 2 divise 3. 2 divise 6, parce qu'à chaque fois là, on a des entiers. Donc, voilà par exemple une relation comme celle-ci qui nous permet de dire que 3 divise 6 ou que 3 est un diviseur de 6, parce qu'on a bien 6 égale à 3 fois 2, et 2 ici, c'est bien un entier relatif. On peut aussi dire que, par exemple, 7 divise 28. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que 28 peut s'écrire comme 7 fois 4. D'accord? 7 fois 4. Donc, à partir d'ici, on peut dire que 3 divise 6, tout comme on peut dire que 2 divise 6. Et à partir d'ici aussi, on peut dire que 7 divise 28, tout comme on peut dire que 4 divise 28. Et il y a aussi une notation que nous allons introduire. Donc, lorsque A divise B, donc, lorsque B, c'est mieux puisqu'on a commencé au niveau de la définition, on a dit B, donc c'est mieux. Donc, lorsque B divise A, voici donc comment on note ça. Donc, on note, donc vous mettez B et vous mettez une barre verticale, vous mettez A. C'est une façon de dire que B divise A. Donc, lorsque vous allez voir une telle notation, c'est tout simplement pour dire que B est un diviseur de A ou que B divise A. Donc là, c'est une notation importante pour la suite. Une fois que ceci a été dit, donc la notion de diviseur est intrinsèquement liée à la notion de multiple. On va donc introduire un ensemble qu'on va généralement utiliser en termes de notation aussi. Donc, l'ensemble NZ. Donc, N ici, en fait, c'est un entier relatif. Pour cette partie, nous allons nous intéresser à cet ensemble. A priori, ce qu'il faut savoir, tout simplement, c'est que l'ensemble NZ ici représente l'ensemble de tous les multiples, d'accord, de l'entier relatif N, tout simplement. Donc, si on veut écrire ça en termes d'ensemble, bon, rigoureusement, en fait, NZ, c'est l'ensemble des multiples de N, tout simplement. Donc, étant donné un entier relatif N, l'ensemble noté NZ représente tout simplement l'ensemble de tous les multiples de N. Donc, c'est en fait l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous la forme NK, où K est un entier relatif, tout simplement. Donc, c'est une notation, c'est un ensemble que nous allons manipuler, donc c'est important. Et donc, après avoir introduit la notion de diviseur multiple, on a introduit l'ensemble NZ, où N est un entier relatif.
Maintenant, on va aussi énoncer le théorème de la division euclidienne de manière générale dans Z. Donc, précédemment, nous avons énoncé ce théorème dans N. Maintenant, nous allons le faire de manière générale dans Z. Donc, l'énoncé reste pratiquement le même. Donc, juste qu'à la place de N, nous avons Z. Donc, nous allons quand même l'énoncer dans le théorème. Ça vient en fait du théorème de la division euclidienne. Donc, théorème de la division euclidienne. Donc, niveau terminal, il s'agit de la division euclidienne dans Z. Alors, que nous dit ce théorème? D'abord, au départ, on se donne A et B. Donc, au départ, nous avons A et B, deux entiers. Donc, je râle maintenant, deux entiers relatifs. Donc, au départ, nous avons A et B, deux entiers relatifs. Bon, avec B non nul. B différent de 0. Donc, le théorème de la division euclidienne nous dit tout simplement ceci. Étant donné deux entiers relatifs A et B avec B différent de 0, il existe un unique couple. Il existe, l'unicité ici est importante, il existe un unique couple Q, R. Donc, en fait, Q, c'est un entier relatif, mais ici, R, c'est un entier naturel, tel que A peut s'écrire sous la forme B fois Q plus R. Et il y a une condition sur R, c'est que R est entre 0 et là, c'est strict valeur absolue de B. Donc, si vous observez bien cet énoncé du théorème de la division euclidienne, là, c'est dans Z, vous voyez que c'est pratiquement le même énoncé que dans N. Mais il y a quelques petites différences. Les deux entiers au départ sont des entiers relatifs ici, ça c'est général, avec B toujours non nul. Et le théorème nous dit tout simplement qu'à chaque fois, il va exister un unique couple QR, tel que A peut s'écrire comme B fois Q plus R. Et ici, on a une valeur absolue au niveau de B, parce qu'ici, B peut être négatif, donc c'est un entier relatif de manière générale. Donc voilà ce que nous dit le théorème de la division euclidienne. Donc à chaque fois que vous avez A et B deux entiers relatifs avec B non nul, vous pouvez toujours trouver, et là de manière unique, deux entiers qui est tel que on ait ces deux relations. Donc là, c'est pour le théorème. Et il faut bien faire attention ici. L'inégalité à ce niveau est stricte. Donc R doit être strictement plus petit que la valeur absolue de B. Donc, après, donc, on va énoncer le théorème de la division euclidienne. Là, c'est dans Z de manière générale. Bon, nous pouvons prendre un exemple pour essayer de voir comment ça marche. Donc, au niveau de l'exemple, en termes d'exemple, nous allons prendre A égale à 29 et B égale à moins 4. Donc, nous allons prendre A 29, B égale à moins 4. Et là, on demande d'effectuer la division euclidienne de A par B. Donc, A est connu, 29, B, moins 4. Il faut donc trouver Q et R, là, de manière unique. Donc, en effectuant un certain nombre d'opérations, vous allez donc trouver, vous allez vous remarquer qu'en fait, 29 peut s'écrire comme moins 4 fois moins 7 plus 1. C'est-à-dire que vous pouvez remarquer, ça fait tout simplement ici. Moins 4 fois moins 7, c'est encore 28. 28 plus 1 nous donne bien 29. Mais attention, avant de pouvoir confirmer que ceci correspond bien à la division euclidienne de A, c'est-à-dire 29 par B, c'est-à-dire moins 4 ici, il faut bien faire attention au R qui est ici. Là, c'est 1. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que 1 est bien strictement plus petit que la valeur absolue de B, c'est-à-dire 4. La valeur absolue de B, là, ça donne 4. 1 est bien strictement plus petit que la valeur absolue de moins 4, c'est-à-dire 4. Donc là, il s'agit effectivement de la division euclidienne de 29 par moins 4. Dans ce cas, Q, c'est moins 7 et R, c'est 1. Donc, voilà l'exemple, d'accord, d'application du théorème de la division euclidienne dans Z. Une fois que ceci a été dit, nous allons maintenant introduire une relation très importante à ce niveau, à savoir la relation de congruence. Donc, nous allons commencer par définir ce qu'on entend par entier relatif congru modulo un entier naturel non nul. Donc, maintenant, nous voulons parler de la relation de congruence. Là, nous sommes dans Z. Nous nous intéressons maintenant à la relation de congruence. Et pour introduire donc cette
bon, fameuse relation de confiance, nous allons commencer par donner cette définition. Donc, nous allons marquer définition. Alors, dans cette définition, nous donnons juste la condition nécessaire et suffisante pour que deux entiers soient congrus modulo un certain entier naturel non nul. Supérieur égal à 2 au moins. Donc, au départ, pour cette définition, on se donne n, on va le prendre en moins 2, un entier. Donc, au départ, on a n supérieur ou égal à 2, un entier. Et on a A et B, deux entiers. Non, deux entiers relatifs. Voilà. Ça. Quand est-ce qu'on va dire que les entiers A et B sont congrus modulo n? Donc, c'est ce qu'on veut définir ici là. Donc, A et B sont dits congrus modulo n si les deux ont le même reste dans la division euclidienne par n, tout simplement. Donc, c'est d'abord ce qu'il faut connaître en termes de définition, parce que c'est une définition littérale. Donc, cette définition nous dit tout simplement que deux entiers relatifs A et B sont dits congrus modulo n si les deux ont le même reste dans la division euclidienne par n. Donc, si A et B ont le même reste dans la division euclidienne par n. Dans la division euclidienne par n. Tout simplement. Donc, voilà en termes de définition. Lorsque vous aurez deux entiers relatifs A et B et que vous avez un entier naturel n supérieur ou égal à 2 fixé dès le départ, si on vous demande de démontrer que les deux sont congrus modulo n, il suffit de démontrer que les deux ont le même reste dans la division euclidienne par n. Et en termes de notation, voici donc comment on va noter A congru à B modulo n. Là, c'est la définition la plus classique, du moins la plus ordinaire qu'on utilise le plus souvent. Mais vous allez aussi parfois voir qu'on va noter ça comme ceci. Modulo n. Mais là, c'est la notation que nous allons adopter et c'est la plus utilisée dans tous les cas. Donc, lorsque deux entiers relatifs A et B sont congrus modulo n, voilà donc comment on va noter A congru à B modulo n. Alors, une fois la définition claire, nous allons prendre un exemple pour essayer de voir comment ça marche. Là, on va marquer exemple. Pour cet exemple, on nous donne n égale à 3, A égale à 17, B égale à 5. Ce qu'on veut faire, c'est démontrer que A et B sont congrus modulo n. Alors, d'après la définition, qu'est-ce que nous devons commencer par faire? Nous devons commencer d'abord par déterminer le reste dans la division euclidienne. D'abord de 17 par 3 et ensuite de 5 par 3. Donc, allons-y. En effectuant des opérations, qu'est-ce qu'on trouve? 17, en fait, c'est 3 fois quoi plus quoi, en fait. Il faut effectuer la division. Donc, ça va donner 3 fois 5 plus 2. Si vous effectuez bien l'opération. C'est bien 15 plus 2, d'accord? Et 2 est bien strictement plus petit que le diviseur, donc à savoir 3. Donc, à partir de là, on sait déjà que 2 est le reste dans la division euclidienne de 17 par 3. On effectue maintenant la division euclidienne de 5 par 3. On a 3 fois 1 plus 2. Ça, c'est aussi bien la division euclidienne. Et on identifie aussi le reste dans la division euclidienne de 5 par 3. Et rapidement, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque bien que 17 et 5 ont le même reste dans la division euclidienne par 3. Et là, on peut donc conclure que 5 est congru à 17 modulo 3, qu'on peut aussi encore écrire comme ceci. Donc, la même chose. Donc, je profite aussi pour attirer votre attention. Dans la définition, on définit le fait que deux entiers soient congrus, modulo un certain entier naturel n. Et maintenant, généralement, quand on lit, par exemple, quand on a ça, on dit 5 est congru à 17 modulo 3. Mais vous voyez que de par la définition, on a affaire là à une relation symétrique. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Quand on a une relation, il y a un certain nombre de propriétés. C'est-à-dire, si A
est congru à B modulo N, cela implique aussi que B est congru à A modulo N. Donc, il y a vraiment une équivalence avec d'autres propriétés que vous allez énoncer après. Donc, c'est pour ça qu'ils disent, tu peux écrire ça, on peut écrire ça ou ça. Donc, c'est vraiment la même chose. Donc, A congru à B modulo N revient encore à dire que B est congru à A modulo N. Là, on dit tout simplement que les deux entiers sont congrus modulo N. Donc, voilà pour ce qui est de la définition et un exemple. Nous allons donc, par la suite, mentionner quand même ces quelques propriétés qui font de cette relation une relation d'équivalence. Donc, on va prendre ça comme une note, mais bon, ce sont des propriétés aussi. Alors, la première des choses à savoir ici, c'est que la relation de congruence ainsi introduite est une relation réflexive, une façon de dire que A est toujours congru à A modulo N. C'est-à-dire, N ici, c'est un entier naturel, supérieur ou égal à 2. A, c'est un entier relatif. Donc, la première des choses ici, c'est de savoir que A est toujours congru à A modulo N. C'est clair, d'accord? Le même reste dans la division équivalente N. Bon, la deuxième des choses, c'est ce que je mentionnais déjà, c'est que cette relation, la relation de congruence, est symétrique. C'est-à-dire une façon de dire que si vous avez A congru à B modulo N, d'accord, ça implique que B est congru à A modulo N. Donc, là même, c'est une équivalence, mais pour traduire la propriété, on a une implication comme ça. Et en termes de troisième propriété, ce qu'on appelle en fait la transitivité, qui nous dit tout simplement que si j'ai A congru à B modulo N et B à son tour est congru à un C modulo N, alors je peux conclure que A est congru à C modulo N. Donc, c'est juste une traduction mathématique avec la notation qu'on vient d'introduire. Elle se comprend simplement, c'est-à-dire, si ici au départ A et B sont congrus modulo N, ça veut dire que les deux ont le même reste dans la division euclidienne par N. Si de même B et C sont congrus modulo N, ça voudrait dire que B et C ont le même reste dans la division euclidienne par N. Ce qui, naturellement, clairement implique que A et C ont le même reste dans la division euclidienne par N, qui est en fait le même reste dans la division de B par N. Ce qui donc permet clairement de conclure que A à son tour est aussi congru à C modulo N. Donc A et C sont congrus modulo N. Donc, cette note, en termes de propriété, nous permet de clairement établir que la relation de congruence ainsi introduite est une relation d'équivalence Z. Elle est réflexive, symétrique et transitive. Donc, ça c'était en termes de notes. En termes de propriété aussi, c'est important de le savoir. Une fois que ceci est donc clair, nous allons aussi noter cette remarque qui est importante en termes de traduction algébrique de la relation de congruence. Donc, alors, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que déjà au départ, lorsque j'ai N, un entier naturel comme ceci, on prend A et B, deux entiers relatifs. Si on me dit déjà que A est congru à B modulo N, qu'est-ce que cela implique déjà? Ça implique d'abord, on peut aussi voir ça comme ça, il faut savoir que ça implique que A moins B est congru à 0 modulo N. D'accord? Ça implique que A moins B est congru à 0 modulo N. Et ce qu'on va généralement donc traduire sous cette forme, ça va lui impliquer qu'il existe un entier relatif K tel que A moins B écrive comme NK, tout simplement. Et je profite de cette remarque aussi pour déjà annoncer en termes d'application des congruences, parce que vous devez le savoir, on va se servir de la relation de congruence pour démontrer dans certains cas qu'un entier est divisible par un autre. Et lorsque vous parvenez déjà à établir que A moins B, par exemple, est congru à 0 modulo N, ceci traduit exactement le fait que A moins B est divisible par N. Donc, on verra ça dans la partie application. Donc, ce qu'il est déjà important de savoir, c'est que lorsque A et B sont deux entiers congrus modulo N, d'accord, on peut clairement affirmer qu'il existe un entier relatif K tel que la différence A moins B s'écrit comme NK. Là, c'est important. On va voir, bon, vous allez le faire à la maison en termes de devoir. Vous allez vous servir de cette traduction pour démontrer un certain nombre de propriétés que nous allons énoncer. Donc,
nous allons donc marquer propriété, les énoncés des propriétés. Donc, nous allons donc maintenant marquer propriété. Donc, pour cette propriété, n au départ, c'est un entier naturel supérieur à 2. A, B, C et D sont des entiers relatifs. Donc, au départ, on va supposer que A est congru à B modulo N et C est congru à D modulo N. Une fois qu'on suppose ceci, voilà donc les différentes propriétés qu'on peut établir. La première propriété ici porte tout simplement sur la compatibilité entre l'addition et la relation de congruence. Une façon de dire que si A est congru à B modulo N et C est congru à D modulo N, alors je peux clairement affirmer que A plus C est congru à B plus D modulo N. Donc là, c'est une sorte de compatibilité entre l'addition et la relation de congruence. Donc, si au départ, tu as A et B congrus modulo N, et de l'autre côté, C et D congrus modulo N, tu peux clairement affirmer que A plus C est congru à B plus D modulo N aussi. Donc là, c'est pour l'addition. On peut bien se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il en est de la multiplication. Là, ça marche aussi. Donc, on peut aussi affirmer que, on peut aussi clairement affirmer que, en termes de deuxième propriété, que lorsque j'ai A congru à B modulo N, C congru à D modulo N, je peux affirmer que AC est congru à B fois D modulo N, tout simplement. Donc là, c'est une affaire de compatibilité entre la multiplication et la relation de congruence. Voilà comment ça marche. Et comme cas particulier, en fait, c'est une application de la deuxième propriété pour un cas particulier. Nous devons aussi savoir que A à la puissance K est congru à B à la puissance K modulo N. Où ici, K est un entier naturel. Tout simplement. Donc, ce sont des propriétés importantes. Si vous avez A et B congrus modulo N, C et D congrus modulo N, voilà donc les différentes affirmations que vous pouvez clairement faire. Donc, en termes d'addition, en termes de multiplication, et là, c'est un cas, bon, ça c'est les puissances, c'est aussi important. Le cas des puissances entières, c'est une application de la deuxième propriété. Et voilà donc comment ça marche en termes de propriété. Bon, une fois donc ces propriétés énoncées, maintenant, nous allons voir comment on peut se servir de la relation de congruence pour effectuer un certain nombre de tâches. Donc, comme je l'annonçais déjà, nous allons maintenant dans cette partie voir comment on peut exploiter cette nouvelle relation, à savoir la relation de congruence, pour effectuer un certain nombre de tâches spécifiques, d'accord, en arithmétique. Nous allons commencer par voir comment on peut exploiter la relation de congruence pour démontrer qu'un entier est divisible par un autre. Donc ça, c'est le premier point. Donc, on va voir comment appliquer la relation de congruence pour établir qu'un entier est divisible par un autre. Est divisible par un autre. Alors, pour cette partie, nous allons rapidement prendre un exemple. Et dans cet exemple, on nous demande de démontrer que 4 à la puissance 7 plus 2 est divisé par 3, ou que 3 divise 4 à la puissance 7 plus 2. Donc, montrons que 3 divise 4 à la puissance 7 plus 2. Voilà par exemple ce qu'on nous demande. On va essayer de voir. Vous voyez qu'a priori, vous avez 4 à la puissance 7 plus 2. C'est vrai, vous pouvez prendre votre calculatrice, vous tapez et vous divisez par 3 pour avoir le quotient. C'est vrai. Mais nous allons voir comment, à partir de la relation de concurrence, ça va un peu plus vite. Donc, allons-y ensemble. Quand j'ai 4 à la puissance 7 plus 2, je vais démontrer que 3 est un diviseur de cette quantité. Donc, la première des choses, c'est de commencer par déterminer le reste. D'accord? Ou si vous voulez, à essayer de voir comment 4 à la puissance 7 marche modulo 3. Donc, allons-y ensemble. Première des choses ici, on se pose la question de savoir 4 est congru à combien modulo 3. Rapidement, on va trouver
Donc, clairement, vous pouvez établir le fait que 4 est congruent à 1 modulo 3. Vous pouvez bien voir que 4 a pour reste dans la division qui vient par 3, 1, donc ça marche. Une fois que je sais que 4 est congruent à 1 modulo 3, je vais maintenant m'intéresser à 4 à la puissance 7 en me servant de quelle propriété? De la troisième propriété. Ça va donc me donner, donc ainsi, 4 à la puissance 7 est congruent encore à 1 modulo 3. Ça, c'est tout simplement parce que 1 à la puissance 7, c'est encore 1. Une fois que je sais donc que 4 à la puissance 7 est congruent à 1 modulo 3, je peux utiliser cette autre propriété liée à l'addition, ce qui va impliquer que 4 à la puissance 7 plus 2 est congruent à 1 plus 2 modulo 3. Là, c'est cette propriété qu'on vient d'appliquer, d'accord, en termes d'addition, parce que 2 est toujours congruent à 2 modulo 3. Donc, en additionnant, là, ça marche aussi. La question qu'on se pose donc, 1 plus 2, 1 plus 2, c'est parce que là, on a 1 plus 2. 1 plus 2 égale à 3, d'accord? Et 3 est clairement congruent à 0 modulo 3. D'accord? 3 est congruent à 0 modulo 3. Ce qui veut donc dire que 1 plus 2 est congruent à 0 modulo 3. Et en revenant dans ici, ça veut dire que 4 à la puissance 7 plus 2 est donc congruent à 0 modulo 3, tout simplement. Et je l'ai indiqué tout à l'heure, lorsque vous avez une quantité comme ceci, donc un entier qui est congruent à 0 modulo 1, c'est un n. Dans ce cas, c'est 4 à la puissance 7 plus 2 congruent à 0 modulo 3. Vous pouvez clairement conclure que 4 à la puissance 7 plus 2 est divisible par 3. Donc, voilà donc comment, d'accord, on peut exploiter la relation de congruence pour démontrer qu'un entier est divisible par un autre. Nous allons prendre une autre application, d'accord, où on va voir comment on peut se servir de la relation de congruence pour déterminer le reste dans la division euclidienne d'un entier par un autre. Donc, allons-y. Donc, après la première application, du moins une situation où on peut se servir de la relation de congruence, maintenant, nous allons nous intéresser à voir comment se servir aussi de la relation de congruence, mais cette fois-ci pour déterminer le reste dans la division euclidienne d'un entier par un autre. Alors, avant de prendre un exemple de manière pratique, je tiens d'abord à préciser ceci, d'accord? Lorsque vous avez A, un entier relatif, vous avez B supérieur ou égal à 2, un entier aussi. Si vous parvenez à établir que A est congru à un R modulo B avec R vérifiant cette condition, vous pouvez clairement conclure que R est le reste dans la division euclidienne de A par B. D'accord? Là, c'est d'abord important de mentionner ceci. Et nous allons donc voir comment on va exploiter la relation de congruence pour déterminer le reste de la division euclidienne d'un entier par un autre. Donc, nous allons donc marquer exemple. Alors, dans cet exemple, on nous demande de déterminer le reste dans la division euclidienne de 7 à la puissance 5 plus 4 par 3. Donc, on a pris A égale à 7 puissance 5 plus 4. Et notre B, c'est 3. Donc, on nous demande de déterminer le reste dans la division euclidienne de A par B. Donc, allons-y progressivement comme on l'a fait tout à l'heure. On commence par 7. Et on se dit 7 est congruent à quoi? Modulo 3. On va trouver 1. D'accord? 7 et 1 sont congrus modulo 3, ça donne donc ça. Et ensuite, on doit passer à 7 à la puissance 5 en appliquant, je crois, la troisième propriété qu'on a énoncée tout à l'heure. Et ainsi, 7 à la puissance 5 est congru à 1 modulo 3. Bon, là, on met directement 1 parce qu'on sait que 1 à la puissance 5, c'est encore 1. D'accord? Ceci va nous impliquer quoi? Ce qui implique que on doit ajouter 4, donc 7 à la puissance plus 4 est congru à 1 plus 4 modulo 3. Et à partir d'ici, il faut réduire. Alors, 1 plus 4, c'est quoi? C'est 5. Et on sait que 5 est congru à 2 modulo 3. Il faut bien vérifier, hein? Le reste dans la division euclidienne de 5 par 3, c'est 2. Donc, 5 et 2 sont congrus modulo 3. Ainsi, qu'est-ce qu'on obtient dans la fin? On revient là.
Ça donne donc 7 à la puissance 5 plus 4 congrue à 2 modulo 3. Et on revient ici. Est-ce que le 2 qu'on trouve ici, il est bien positif, 2 est positif, et 2 est bien strictement plus petit que 3. Donc, à partir de cette relation de congruence, on peut clairement affirmer que 2 est le reste dans la division euclidienne de 7 à la puissance 5 plus 4 par 3. Donc, nous voyons donc avec cet exemple comment la relation de congruence peut nous aider, comment on peut exploiter la relation de congruence pour déterminer le reste dans la division euclidienne d'un entier par un autre, sans utiliser de calculatrice ou sans effectuer de gros calculs. Donc, nous avons vu comment on peut se servir de la relation de congruence pour démontrer qu'un entier est divisible par un autre. Et maintenant, comment ça peut aussi nous servir pour déterminer le reste dans la division euclidienne d'un entier par un autre.